des tout-petits. La prochaine rentrée scolaire qui est prévue pour ce lundi 5 octobre à travers le triangle national, rentrée scolaire et académique 2020-2021. On en reparle sur ce plateau et les dispositions qui sont prises dans un contexte marqué par la pandémie à coronavirus. Voilà le principal thème de ce jour. On reviendra aussi sur un an anniversaire du grand dialogue national au Cameroun. Un an après, que s'est-il passé? Les résolutions ont-elles été respectées, notamment dans les régions dites anglophones, le nord et le sud-ouest Cameroun? Dans cette émission, on reviendra aussi sur les marches annoncées tous les mardis à partir de ce 6 octobre. Le mouvement a été initié par Stand Up Cameroun, mouvement présidé par Kawala, de connivence avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Des marches annoncées pour régulariser la situation dans les zones anglophones, le nord et le sud-ouest Cameroun. Et on terminera par la sortie du professeur Maurice Kamto, séquestré ou assigné à résidence. Voilà le thème de votre émission. Et nous allons tout de suite vous présenter le panel qui est là. On reçoit ce dimanche 5 invités. On a déjà 4 sur ce plateau. Je commence à ma gauche par le représentant du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour et bienvenue Jean-Claude Diouf. Bonjour Madame Priscille, bonjour l'ensemble des copanélistes et bonjour à vos millions de téléspectateurs. Nous vous remercions d'avoir répondu une fois de plus le RDPC sur le plan. Avec vous, vous savez, c'est la première avec moi dans le cas de Politiquement Incorrect. On a la première articulation qui revient sur les grandes unes qui ont marqué la semaine. Mais avant, on a quand même appris une triste nouvelle aux premières heures de ce dimanche 4 octobre, le décès du bâtonnier du Cameroun, Maître Charles Tchakounté. C'est une grosse perte quand même. Énorme perte parce qu'en réalité, le travail que cet homme de déception a eu à battre pour notre nation, parce que, rappelons-nous, il n'est pas du tout évident ni aisé de pouvoir défendre les droits de l'homme dans un pays. Et ce qu'il a eu à faire, vraiment, chapeau. Et nous espérons que, comme on nous dit toujours, il y a une autre vie au-delà de ce que nous percevons. Nous présentons à l'ensemble de tous ceux qui l'ont connu. Le RDPC s'associe à travers ma voix, présenter ses sincères condoléances à sa famille et à tous ceux qui l'ont reconnu. Vraiment à son nom. Voilà, c'est noté. Merci. Je crois que les autres panélistes auront un mot à dire sur la vie de cet homme qui a marqué le Cameroun. On a quand même vu le parcours d'avocat bâtonnier au Cameroun. Je commence à ma gauche par le représentant du Social Democratic Front, Gabriel Ngomsi. Bonjour et bienvenue sur le plateau Politiquement Incorrect. Bonjour madame, c'est un plaisir pour moi d'être là et échanger avec le détail de l'actualité nationale et internationale. Un mot sur la disparition du bâtonnier, Maître Charles Tchakounté, lui qui avait pris position pour défendre ces différentes personnes interpellées lors de manifestations. Il avait demandé à l'État, au gouvernement, de respecter les libertés fondamentales, celle de manifester, de s'exprimer. Oui, c'est triste. Disons que chaque fois qu'une personne, une vie humaine cesse de souffrir, c'est une situation un peu trop triste. Et de surcroît, nous avons ici un homme de droit qui avait la capacité de prendre ses responsabilités face aux injustices dont vivait le Cameroun. Il s'est dénoncé. Vraiment, c'est une grosse perte pour le nombre des avocats au Cameroun. C'est une grosse perte pour la justice camerounaise. Et puis, c'est dommage que toutes nos condoléances à sa famille et à toute la famille des avocats. On va prendre le troisième invité. C'est le nouveau dans la grande famille de Politiquement Incorrect, Célestin Batek. Colès Batek. Alors, vous êtes le représentant du PCN. Je vous laisse le soin de vous présenter et bienvenue sur le plateau de Politiquement Incorrect. Merci madame. Je suis Colès Batek, bien entendu. Et je dis comme ça bonjour à mes co-panélistes. Sans oublier la grande famille des réconciliateurs partout dans le monde et plus précisément ceux de la Sanaga maritime d'où je viens. Alors, l'actualité du PCN, le déplacement de Kabran Lévy, le président de ce parti. Bien entendu, notre leader est actuellement en Europe pour une tournée dont il a été invité par notre diaspora, le lancement officiel de l'année politique en France. Et actuellement, il est en Belgique où il va également travailler avec ses
réconciliateur de la Belgique. Voilà, c'est noté. On vous aura au cours de cette émission pour avoir vos avis sur la thématique, mais surtout les questions politiques au Cameroun. On prend le 4e invité. Il s'agit d'Elimbi Lebon, notre consultant, le consultant de LTM Télévision. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Politiquement Incorrect. Merci et bonjour à vos téléspectateurs, de même qu'à vos invités. Je suis un peu désemparé et on nous a pris le courant. Toute la journée, on est sans électricité, donc je n'ai même pas pu repasser mes habits. Ouais. Voilà, donc, mais nous allons travailler. Alors, Elimbi Lebon, je voudrais avoir votre réaction sur la disparition du bâtonnier du Cameroun, Maître Charles Tchakounté, qui s'en est allé ce matin aux premières heures. La nouvelle, je l'ai constatée par Maître Biliga, qui a informé la disparition de cet homme qui a œuvré pour les droits de l'homme au Cameroun, mais surtout on parle de redresser l'avocature au Cameroun. Quelle anecdote vous avez de cet homme-là? Je suis surpris, vous me l'apprenez tout de suite. Vous voyez, quand il n'y a pas d'électricité comme ça, beaucoup de choses sont au ralenti, y compris l'information. Donc je l'apprends tout de suite et je suis surpris par cette triste nouvelle. Il y a ces derniers temps beaucoup de grands acteurs du barreau camerounais sont partis. C'est désolant, nous devons exprimer le souhait que l'hémorragie s'arrête, peut-être qu'elle change de camp. Peut-être qu'il faudrait venir reprendre quelques personnes dans l'opposition qui embêtent. C'est pas un bon souhait, ça. Voilà. On ne souhaite pas la mort à quiconque, monsieur les gens qui défendent les droits de l'homme. Mais quand j'ai fini de dire ça pour rire un peu avec vos auditeurs, vos téléspectateurs, c'est une grande œuvre que de défendre les libertés fondamentales. C'est une autre, encore plus grande, de faire savoir aux uns et aux autres que les libertés fondamentales ne riment pas avec les fondements de l'État ou de l'affaiblissement de l'État. Il ne faut pas que les gens pensent que les libertés fondamentales sont une ouverture à la chiennerie. Parce que nous constatons qu'il y a des discours qui accréditent, qui visent à crédibiliser des comportements manifestement illégaux et illégitimes, que les gens développent en prétendant que ces comportements tiennent leur source des libertés fondamentales. Il paraît qu'il y a une nouvelle liberté fondamentale qui est arrivée, c'est de chasser le chef d'État qu'on a élu soi-même. On en reparlera au cours de cette émission, monsieur Elimbi Lebon. Il faut donc que nos téléspectateurs sachent que les libertés fondamentales, les celles-là que tout le monde évoque, qui ont été pensées dans le siècle des Lumières, en particulier à l'époque de Montesquieu, etc., elles sont toutes, sans exception, toutes assujetties à la loi, pour qu'elles ne deviennent pas des sources de déconstruction de l'état de société. Parce qu'au Cameroun, au nom des libertés fondamentales, on ne veut même plus respecter la loi. On prétend que la loi qu'il faut respecter, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce qui est faux, ce qui est hérétique, ce qui est dangereux, parce qu'on enseigne aux gens de ne pas se soumettre à l'autorité, qui est ce qui constitue l'essence même de la société, au sens de Rousseau et de Hobbes. Les citoyens ont donné leur pouvoir à un souverain. C'est ça l'état de société. Si vous voulez revenir à l'état où chacun est libre d'insulter le chef de l'État, d'insulter... Tu t'appelles qui? Jean-Claude Fils. Jean-Claude Fils. On t'insulte comme on veut. Toi, tu t'appelles qui? On prend ta photo de ta femme, on met dehors. Toi, c'est qui? On te filme en train de marcher en route parce que tu n'as pas les mêmes idées politiques que X ou Y. On publie, on prend l'enfant du président de la République, on lui met la fumée sur le visage, on dit qu'il est en train de fumer le chanvre. Et patati et patata, tout ça, il paraît que les gens font ça au nom de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et on trouve des instruits, des élites intellectuelles et politiques camerounaises.
pour venir sur les plateaux de télévision justifier de telles dérives qui concourent à la dégradation, je dirais même la déconstruction de la société. Il faut qu'on vous respecte, madame. Même si on ne pense pas on doit vous respecter. C'est noté, monsieur. On ne doit pas prendre votre photo et en faire n'importe quoi. C'est noté. On en reparlera au cours de cette émission. Le temps pour nous de prendre la première articulation qui consiste à revenir sur les grandes unes qui ont marqué la rédaction centrale de TM Télévision. Et je commence par vous, Jean-Claude Fils, Youth. On prend le tir hebdomadaire le soir qui revient sur la rentrée scolaire 2020-2021 et parle du gouvernement qui offre 4 millions de manuels scolaires gratuits redistribués dans 13 000 établissements scolaires publics au Cameroun. Bonne nouvelle, bonne initiative selon vous? Très bonne nouvelle, bonne initiative. C'est une autre approche dans l'évolution de l'accompagnement et de la réduction des charges qui pèsent sur les parents d'élèves par rapport donc à la prise en charge des enfants. Après avoir déclaré et mise en œuvre la gratuité de l'école primaire, maintenant voici que la distribution des manuels scolaires dans le cadre pilote est en train de s'implémenter, et ce que vous avez dit qui va arriver, monter en puissance progressivement pour que nous puissions dire tous les élèves ont été touchés de par cette gratuité-là. Mais quel sera le processus de redistribution de ces manuels scolaires? Comme d'habitude, c'est-à-dire que le paquet minimum alloué, affecté à chaque établissement va arriver au niveau des mains du dirigeant de cet établissement, dont il s'agira soit d'un directeur, soit d'un proviseur ou bien d'un directeur de collège. D'un directeur, puisqu'on parle des écoles publiques. Et voilà, exactement, des écoles publiques. Donc, ce qui voudrait dire qu'à partir de là, ils vont donc procéder à la distribution. Mais comme les directeurs travaillent de concert avec l'association des parents d'élèves, donc ce qui voudrait dire qu'ils vont s'entendre sur comment orienter. Mais je pense qu'habituellement, que lorsque le nombre n'est pas suffisant pour tous les élèves, il y a ce qu'on appelle une identification des cas sociaux. Donc, c'est-à-dire ceux qui sont en situation d'extrême nécessité et ensuite de nécessiteux, et pour en arriver maintenant à ce... Parce qu'il y a quand même, avouons-le, des parents qui sont très prévoyants, qui ont des moyens, et d'aucuns qui n'ont pas aussi les moyens. Donc c'est pour essayer d'équilibrer afin que le droit à l'éducation soit le même pour tout le monde. Voilà, c'est noté. Et avec vous, Gabriel Ngomsi, on prend le quotidien Émergence. Émergence, c'est un même qui est revenu sur la crise anglophone, les droits de l'homme, et par des mensonges du gouvernement camerounais devant les Nations Unies. Le jeune Bella, représentant du président Paul Biya à l'Assemblée générale de l'ONU, a délivré des contre-vérités selon le journal Émergence, des informations publiées cette semaine dans les colonnes du Didi Journal. Oui, il est de coutume pour le gouvernement camerounais de ne pas avouer les forfaits et les crimes contre les droits de l'homme qui commettent au Cameroun. Donc c'est un secret de polichinelle qu'annonce le journal Émergence. Le jeune Bella ne pouvait que tenir un discours d'embellissement pour le gouvernement camerounais, alors que sur le terrain c'est autre chose qu'on vit. Nous avons des injustices criardes et puis c'est dommage. Alors, Constant Colas Batek, avec vous, on prend la Gazette du Noun. La Gazette du Noun qui est revenue sur 4 chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 abandonnés. Il s'agit des axes routiers et certains travaux qui devraient être finalisés depuis plusieurs mois déjà. Plusieurs journaux sont revenus aussi sur le stade Olembe, abandonné. On remet encore sur la table des débats le détournement de fonds publics, des chantiers qui devraient être livrés depuis près de 2 mois, qui ne le sont pas. Alors qu'on annonce le démarrage du CHAN dans quelques mois, exactement 3 mois, puisque c'est en janvier. C'est pas une grande première, celle-là, puisque le gouvernement nous a habitués à ce rythme de ne pas être capable de respecter les délais des travaux, que ce soit même dans les communes et autres. Combien de fois avec ce vaste chantier qui est celui de la Cannes. Et vous savez bien combien les Camerounais attendent
c'est toujours un second rendez-vous sportif. Et puis, c'est pas nouveau. Ok. Avec vous, Elie Milebel, pour terminer cette première articulation qui est la revue des grandes unes, on prend le quotidien Le Jour. Le Jour, cette semaine, qui revient sur les droits de l'homme et ne parle au pays des 600 prisonniers politiques, de centaines de personnes interpellées autour des marches pacifiques du 22 septembre dernier sont encore en détention. Certains ont été déférés, voire même jugés au tribunal militaire. Le Jour qui décide de revenir dessus, pas sur cette information-là, mais parle plutôt de ces détenus, près de 600 prisonniers politiques. C'est le quotidien Le Jour qui titre cette information. Votre réaction? Le professeur Maurice Kamto, quand il était encore un ami du régime, il était dévoué pour la cause du régime. Il était donc en charge de réécrire le code électoral. Il avait pris soin d'introduire dans le code électoral une disposition que malheureusement, je ne sais pas si je vais la retrouver d'ici à ce qu'on termine, un article du code électoral qui reprime les manifestations interdites. Ceux qui font une manifestation interdite ou non déclarée. Donc, il faut que nos compatriotes sachent que les lois de ce pays, dont certaines ont été inspirées par M. Kamto, ces lois-là, notamment dans le code pénal, interdisent l'insurrection, la rébellion, les manifestations non déclarées, les manifestations interdites. Vous avez déclaré, mais on l'a interdit. Si vous allez la faire, on vous arrête, on va vous traduire devant le tribunal. Si un jour, quelqu'un a fait une manifestation non interdite, comme moi j'avais fait une manifestation non interdite, non déclarée, pour m'opposer à l'installation d'un maire qui a volé 3 millions de francs de caution, nos cautions, quand j'étais encore dans le SIF, j'étais vice-président de la circonscription. Un de nos camarades, il est parti au trésor, on lui a remboursé la caution, 3 millions de francs. Il a pris ça, il a tout mangé. On a commencé à souffrir, les gens ont commencé à le poursuivre jusqu'à ce qu'on le poursuive au tribunal. J'ai la plainte. Ces messieurs Nietzsche et monsieur aussi se sont organisés pour en faire un maire adjoint. Et le jour de son installation, j'ai organisé les mécontents du parti. Et nous sommes sortis à la place de l'installation. On n'a pas déclaré notre mal. On pouvait nous arrêter. Oui, on pouvait nous arrêter. Si on nous arrêtait, je n'allais pas appeler les droits de l'homme. J'étais en infraction. Mais les dirigeants l'ont toléré. Parce qu'il y avait la police partout, il y avait la gendarmerie. Ils pouvaient nous arrêter. Ils ont toléré ça. Parce que cette manifestation était motivée par la défense des valeurs morales. Vous ne prenez pas quelqu'un que vous-même vous êtes en train de poursuivre au tribunal pour détournement de caution et vous en faites quand même une idée. C'était contre nature. C'était inacceptable. La manifestation a donc été tolérée. Ce qui ne veut pas dire, parce que c'est ça le problème au Cameroun. Et peut-être que ceux qui vont se plaindre du gouvernement ou de la gouvernance auront raison. À trop tolérer les choses qui ne sont pas à leur place, les gens finissent par croire que traverser le carrefour quand le feu tricolore est rouge, c'est ça qui est bien. Vous roulez en contre ça, ça dit qu'on a mis le sens interdit, mais c'est là que vous venez rouler. C'est ça qui est bien. Les gens finissent par ne plus savoir quelle est la norme pour que la société fonctionne bien. Donc, il faut savoir que la faute collective ne fait pas le droit. Ce n'est pas parce que vous êtes nombreux à marcher en contrevenant à la loi qui réprime les manifestations interdites
qu'on ne va pas vous arrêter. Vous êtes peut-être 200. Même si on n'arrête pas les 200 et que Gabriel Ngomsi se trouve être malheureusement le seul qu'on a arrêté, on ne va pas le libérer, le laisser parce qu'ils étaient 300, on a arrêté que lui. Vous êtes dans une manifestation interdite. Vous êtes responsable d'une violation d'une disposition du code pénal. Si on arrête les 300, tant mieux. Est-ce que si on vous arrête seul, on va vous mettre en prison? Et ne croyez pas que les jacasseries de 2 pélés, 2 tondus qui disent qu'ils font des organisations des droits de l'homme, qui sont devenus des gros fonds de commerce, des gens gagnent de l'argent sous prétexte qu'ils défendent les droits de l'homme. Ils parcourent le monde entier, se faire financer et rouler carrosse ici à Douala. Attendre de voir comment on a arrêté 2 pélés, 2 tondus dans une manifestation interdite pour venir brailler. Eux-mêmes ne partent pas faire la manifestation interdite. Quand on dit qu'on a interdit la manifestation, tous ceux qui parlent là depuis là, aucun de n'est sorti pour aller manifester. Ils attendent de voir comment les ignorants et les crédules malheureusement ont été arrêtés. Ils ne partent pas à Nubel, leur donner du pain à manger tous les jours. Ils viennent sur vos plateaux. C'est ici qu'ils viennent bavarder pour aller encourager les gens. Comme si quand eux ils seront au pouvoir, ils accepteront que Libye se lève avec 10 pélés, 2 tondus pour dire qu'on va chasser Ngomsi de la mairie. Parce qu'on veut chasser Paul Biya du pouvoir avec les manifestations. Demain, c'est les Ngomsi qui seront maires, même qu'on va dire qu'on va chasser le maire ici. On décide de faire la manifestation pour chasser un maire au motif qu'il est incompétent. Si un maire est incompétent, vous suivez son incompétence. Vous la dénoncez démocratiquement. Vous mettez les preuves sur la table qu'il n'est pas capable. Quitte à lui peut-être de décider de démissionner. Mais s'il ne le fait pas, vous attendez la fin de son mandat pour l'enlever démocratiquement. Nous ne devons pas laisser qu'au nom d'une lecture erronée de la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres textes qui sont des catalogues de vœux pieux, oui, mais qui ne sont pas des lois, entraîne les gens à des comportements qui visent à ne plus respecter les règles de la démocratie. La démocratie, c'est le libre choix des populations, des personnes qui les dirigent. On leur confie un mandat. Il n'est pas sain d'esprit que des gens qui sont battus aux élections prétendent que dorénavant, si Ngomsi gagne l'élection, nous on reste au quartier attendre qu'il porte son écharpe de maire. Dès qu'il a porté, on commence à faire les manifestations pour le chasser de la mairie. C'est noté. Alors, Jean-Claude Fils Youth, sur la question, M. Nimbi est rentré dans le vif du sujet. On a parlé des interpellations suite aux marches du 22 septembre. On a vu une sortie, grâce à une vidéo du professeur Maurice Kamto, qui prenait à témoin la communauté nationale et internationale du fait qu'il est séquestré ou assigné à résidence alors qu'il n'a reçu aucune notification. Comment expliquer cet état de choses? Mais il faudrait d'abord qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qui lui est reproché. Parce que c'est lui qui a fait appel à l'insurrection et au renversement des institutions de la République. À partir de ce moment, cette accusation est grave. Et très grave même, parce que ça voudrait dire que l'état de droit n'existe plus. Ça voudrait dire que la République ne doit plus exister. On va passer à l'anarchie. Et on va passer dans un état de non-droit. C'est de ça dont il était question. Et cet appel à l'insurrection et au renversement des institutions de la République était très grave. Et je pense que le gouvernement, l'État, a pris la question au bon niveau. Parce qu'en réalité, il était nécessaire et urgent de pouvoir prendre maintenant l'ampleur de la menace. Maintenant, lorsqu'il nous dit qu'il est séquestré et qu'il est assigné en résidence, d'autres ne sont nés, il est en résidence surveillée et tout. Moi, je retiens une chose, c'est lui qui dit. Ça, c'est ce qu'il a dit. Mais maintenant, vous savez qu'en matière judiciaire, il faut connaître d'abord le fond du dossier.
Parce que même si vous êtes l'avocat et vous ne connaissez pas véritablement... Dans sa vidéo, il dit qu'il ne peut pas sortir de chez lui. Étant dans sa maison, il est dans des conditions inhumaines. Il déclare qu'il n'a pas la possibilité d'aller et venir. Il n'a reçu aucune notification. Est-il séquestré ou assigné en résidence? Watansi. C'est ce que j'étais en train de dire, qu'il a reçu un collectif de 16 avocats, ils appellent le collectif des avocats au nom de Maître Swap, qui était conduit par Maître Sim. Ensuite, ce même collectif, après l'avoir reçu, est allé être reçu également par le délégué général à la Sûreté nationale. Je pense que c'est là où nous nous posons les questions. Parce que lorsque ce collectif a été reçu par le délégué général à la Sûreté nationale, pourquoi ne sont-ils pas aussi venus maintenant nous dire ce que le délégué général à la Sûreté nationale leur dit? Parce que depuis qu'ils ont été reçus par le délégué général à la Sûreté nationale, le collectif de ces avocats, on n'en parle plus. On ne sait plus la suite. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est là le problème. Alors, vous voyez que s'il y a un dossier d'accusation, c'est même, parce que je vous dis que les accusations sont très graves et d'un niveau et d'extrême importance et d'urgence, parce qu'on peut même considérer cela comme un dossier d'État. Parce que vous parlez ici d'une insurrection, d'appel à l'insurrection et du renversement des institutions de la République. Maintenant, que son collectif d'avocats qui a rencontré le délégué général à la Sûreté nationale, qui sûrement est l'institution qui mène l'enquête, qui est en train de constituer un dossier d'accusation, nous disent maintenant de quoi son client est reproché. Est accusé. Est accusé. Bon, voilà. Donc, tant qu'ils ne reviennent pas là, nous allons tout simplement dire que M. Maurice Kamto est un homme politique. Il peut dire à la télé et aux médias ce qu'il veut dire, mais entre-temps, sur le plan juridique, on s'appuie d'abord à partir des canaux, et son collectif d'avocats a sûrement eu un certain nombre d'informations qu'ils n'ont pas mis à la disposition du public. Alors, Gabriel Ngomsi, vous, SDF, vous avez dit vous désolidez de cette marche, de ces marches qui sont initiées, mais soutenez le fait que les Camerounais doivent avoir la possibilité de manifester. Alors, certains journaux qui en Paris, on parle du fait que les raisons de la séquestration de Maurice Kamto seraient que les autorités l'accusent d'être porteur d'un projet d'insurrection. On parle aussi de certains avocats qu'il a rencontrés. Et Jean-Michel Mintieu, qui est le député du SDF, a parlé de barbarie et appelle à la levée de ce blocage devant son domicile. Oui, avant d'arriver, il faut dire, je vais dire une chose, je comprends un peu ce que mon grand frère Limbia a relevé tout à l'heure, et puis je peux comprendre qu'il a un peu de courroux envers certaines personnes qui ont été les acteurs de premier plan avec le gouvernement, mais connaissant en réalité Elim Robert, qui est un écu de justice, qui en réalité a œuvré beaucoup et continue d'œuvrer pour la liberté individuelle. Un repris de justice. Un repris. Je suis pas repris de justice. Je suis quand même allé aux élections 3 fois. C'est-à-dire que ça veut dire que avec cette position-là, il devait, parce qu'il est question ici des libertés individuelles et de manifestation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre le courroux, c'est-à-dire que ce n'est pas une affaire personnelle. C'est-à-dire qu'il faut rester sur le plan idéologique et conserver les valeurs. Et les valeurs, c'est quoi? Les valeurs, c'est qu'il faut dire que de manière globale, le RDP, sur le gouvernement, a systématiquement est en train de nous ramener complètement en arrière. Toutes les libertés individuelles que nous avons obtenues de forte lutte aux années 90 sont en train d'être, au fur et à mesure, enlevées aux mains du peuple. Et voilà pourquoi nous, au SDM, pensons que il est Bonsoir monsieur, bonsoir, un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de Tout au clair, l'émission qui éclaircit la lanterne des téléspectateurs, des Camerounais et de tous les autres Africains. Retrouvez Frédéric Montomé tous les lundis, mardis et mercredis dès 21h dans Tout au clair.
Tout au clair, votre talk show interactif de débat sans complaisance et sans détour sur l'actualité politique, économique, sociétale, culturelle et internationale. Un nouveau regard avec nos invités qui disent tout. Mais comme le président l'a dit l'autre jour, que tout le monde dépose les armes. Les gens avec qui nous devions dialoguer n'étaient pas les terroristes aujourd'hui. Merci beaucoup, M. En 2016, on s'est interrogé, mais comment ça s'est fait quand même? Ce n'est pas 3 personnes. C'est près d'une centaine de personnes qui ont pu être embarquées à une zone inconnue. Quand même, c'est un peu compliqué. Rendez-vous donc tous les lundis, mardis, mercredis, dès 21h sur LTM, la télévision du monde. Qui sort clairement, si on ne l'arrête pas, il continue ce mouvement. Mais si on l'arrête, on va comprendre qu'il est en prison chez lui. Mais maintenant, il n'y a aucun moyen de dire qu'il est en prison ou pas. C'est ce que nous pensons. Alors, Elie Bilobert, Gomsi fait état de ce que le professeur Maurice Kamto devrait sortir pour voir s'il est arrêté. Mais on a quand même vu plusieurs de ces militants du MRC, tels que Alain Foguet arrêté, Albert Zonga ont-ils recherché. Est-ce qu'il n'a pas trop un petit peu peur du fait qu'il soit ramené en Koningui? Je vous pose la question, M. Bilobert. Bon, ça, je ne peux pas me... Ça, c'est des spéculations. Vous n'aurez même pas dû nous poser ce genre de questions. Je vous la pose. Ce qui se passe dans sa tête, est-ce qu'il a peur? Un homme doit avoir peur d'aller en prison. Un homme doit avoir peur. La prison n'est pas une bonne chose. Un homme doit avoir peur d'aller en prison. C'est légitime, ça. C'est humain. Et donc, comme vous devez avoir peur d'aller en prison, vous devez vous comporter d'une manière qui ne vous amène pas en prison. Et la première façon de se comporter d'une manière qui ne vous amène pas en prison, c'est de respecter les lois, y compris les mauvaises lois. Parce que quand on dit de respecter les lois, il y a les professionnels de l'exégèse pompeuse qui pensent que comme ils ont les agrégations, ils ont les doctorats, c'est devenu eux qui doivent nous dire. Nous devons nous gaver de leur lecture. J'ai déjà dit que la loi n'est pas faite pour les agrégés. Ce n'est pas... C'est le droit qui est pour eux. La loi, c'est pour vous. C'est pour le plus petit citoyen. Pour le faire. Et dans tous les pays du monde, les textes de loi sont écrits de telle sorte que n'importe qui peut lire ça et comprendre ce que le législateur, c'est-à-dire le représentant du peuple, le chef de l'État, au cas du Cameroun, parce que le législateur au Cameroun, c'est les députés. Et le chef de l'État, c'est eux qui légifèrent. Tout le monde peut comprendre ce qu'on a voulu dire. Il ne faut donc pas que des gens, et c'est ce type de comportement que M. Kamto essaye d'implémenter dans la société camerounaise aujourd'hui. Je viole les lois pour qu'on me traite avec en fonction de, qu'on me traite en fonction des lois que moi j'accepte de valider. Tu violes les lois. Et quand tu as fini de les violer, tu demandes que non, on m'a fait ceci, ce n'est pas conforme à la loi. Oui, dans l'esprit de ce que Gomsi dit, la Constitution nous dit que, dans son préambule, toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Elle doit être traitée en toutes circonstances avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. C'est ça. La Constitution n'a pas dit que c'est le gouvernement a le droit d'infliger aux gens des traitements inhumains. Mais elle n'a pas dit non plus que toi-même tu dois soumettre, toi-même et tes disciples, vous devez soumettre les gens au traitement dégradant. Hein? Vous filmez le Paul bien en pyjama, vous mettez dans les réseaux sociaux. Vous filmez madame, vous vous appelez qui?
Priscille. Priscille. Vous devez connaître mon oncle. Vous êtes très nombreux. Allez-y. On vous filme. Vous êtes chez vous, quelqu'un vient vous visiter. Vous êtes en petite tenue. Peut-être pour regarder qui est venu là. Il profite. Il vous filme. Il est dans les réseaux sociaux. Ils sont en train de vous infliger des traitements dégradants. Et ils le font au nom de la loi. Je suis un homme comme tout le monde. J'aime les principes. Mais lorsque c'est un violeur des principes qui se plaint de mettre, on a violé les principes sur lui, ces plaintes ne trouvent pas de grâce devant moi. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui prétendre que la lutte que nous on a menée, parce que la Bible nous dit, je l'ai souvent cité aujourd'hui, je suis parti à la hussarde, j'ai oublié le verset biblique que j'ai préparé pour vos auditeurs. Ce n'est que partir, mais je serai ici demain. Pour dire que la Bible nous dit que si tu veux être un surveillant dans le sens de celui qui dirige les autres, c'est une bonne œuvre. Il faut donc que le surveillant soit exemplaire, irréprochable. Certaines versions de la Bible parlent de irréprochable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que pour aspirer, pour devenir le surveillant, vous allez piétiner les lois, les règlements, vous allez piétiner, vous allez offenser toute la société. Et croire que si la société veut se défendre contre vos offenses, elle va respecter les règles. C'est humain que quand vous m'avez offensé, que j'oublie de respecter les règles pour réagir contre vos offenses. C'est pour ça que si quelqu'un entre ici maintenant, il gifle comme si, on ne va pas d'abord attendre de dire que, on doit, comme s'il ne va pas réfléchir, il va d'abord gifler aussi. Puis après, les tribunaux vont commencer. Pour qu'on n'en arrive donc pas là, chacun doit savoir que la liberté n'existe pas sans les lois. C'est pour ça que Montesquieu disait déjà au XVIIe siècle. Et le premier président de la Cour suprême, dans son allocution en 2019, parlant aux cours et tribunaux, il dit, en citant Montesquieu, vous chutez. Il dit, la liberté est le droit de faire ce que les lois permettent. La liberté est le droit de faire ce que les lois permettent. Si les lois ne permettent pas quelque chose, vous n'avez pas la liberté. Ne la faites pas au nom de la liberté. Et quand vous avez fait ce que la loi refuse, ne soyez pas le premier à prétendre que ceux qui vont vous répondre, eux doivent respecter les lois. C'est un engrenage de spéculation intellectuelle dont on n'en sort pas. C'est pour ça que prévenir vaut mieux que guérir. Il est important que les acteurs politiques camerounais de l'opposition, c'est à eux que je parle, surtout ceux qui sont en train de se constituer comme la mauvaise opposition, celle qui change l'axe de notre lutte, eux-mêmes qui n'étaient pas dans la lutte hier, ils étaient nos oppresseurs. Quand M. Kanto allait soutenir la révision de la Constitution, il savait à quoi ça va aboutir. Il savait que c'était pour permettre au président Biya de revenir aux élections en 2011. Et il savait qu'au regard des forces politiques en présence, si M. Biya revient aux élections en 2011, il va les gagner. Il les a gagnés. M. Kanto est donc dans l'impossibilité de convaincre la conscience collective que la lutte pour enlever le président Biya doit venir de lui. Elle ne doit pas venir de lui. C'est noté. Alors, monsieur monsieur Nimbi nous a donné plusieurs arguments. Mais on revient sur le deuxième sujet qui est justement cet appel, cette initiative faite par le mouvement Stand Up Cameroun qui annonce des marches pacifiques tous les mardis au Cameroun dès le mardi 6 octobre. Alors que l'État du Cameroun est en train d'interdire, le gouvernement interdit toute marche
compte tenu des situations dans les zones anglophones et des prochaines régionales annoncées pour le 6 décembre 2020? Voilà une fois de plus une dame politique qui fait pitié, vraiment. C'est-à-dire, je ne sais pas si ils sont tous en panne d'inspiration pour faire de la politique. Alors, ils veulent tout simplement qu'on parle d'eux à tout prix. Qu'en est-il qu'elle nous donne le bilan de vendredi dernier, où elle a fait appel à un vendredi, oui, un bon vendredi noir. Elle-même n'était même pas dehors. Elle s'est contentée d'appeler ses 3 sœurs de lutte qui sont toutes désespérées. Donc je vais même éviter de citer leur nom ici. Mais en fait, c'est pour dire que les uns et les autres cessent de chercher à distraire. Alors, lorsque le vendredi noir a échoué, on se dit, bon, peut-être la thématique au niveau du nord-ouest, sud-ouest peut marcher. Mais voilà les populations du nord-ouest, du sud-ouest, qui elles-mêmes sont en train de dire que leurs enfants doivent aller à l'école dès lundi. Donc ça voudrait dire que même ceux qui imaginent que les villes mortes de lundi, habituellement, comme c'est souvent dit, les populations en ont marre. Alors, ces acteurs de l'opposition, je ne sais même pas de quelle opposition parle-t-on, si c'est une opposition modérée ou radicale, ou bien c'est une opposition d'insurrection, ou une opposition révolutionnaire ou de renversement des institutions. Donc, qu'ils essayent de mettre un peu de l'eau dans l'œuvre. Parce qu'en réalité, cette dame, qui ne pèse plus rien du tout, qui ne représente personne, peut-être que uniquement sa simple personne, qui n'est même pas capable de pouvoir parler d'un comité de base réel, effectif avec des militants. Et c'est quand même l'association des droits de l'homme. Madame Maximilienne Ngombe aussi, j'ai une association des droits de l'homme. Nous connaissons aussi Alice comme association des droits de l'homme. Chacune maintenant, dès qu'elle veut exister dans quelque chose, je suis leader d'association des droits de l'homme. J'ai même suivi dans certaines vidéos où Madame Alice comme disait qu'elle avait tellement de fonds pour pouvoir renverser le pays et que tout est prêt pour pouvoir renvoyer cela. Quand on vous dit, et c'est ce que M. Abel Elimido est en train de démontrer, qu'on parle ici de tolérance administrative, parce que ça, déjà, c'est des éléments pour pouvoir arrêter une personne. Quelqu'un vous dit, je dispose d'énormes fonds pour pouvoir renverser la République. Mais c'est l'insurrection, c'est le coup d'État. Soyons fiers d'avoir un président de la République, son excellence, M. Paul Biya, qui est un homme de rassemblement, qui est un homme de tolérance. Parce que franchement, et je pense que la fermeté du gouvernement, manifestée à travers les sorties gouvernementaux du ministre Atamandi et du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ils nous ont démontré à juste titre que on siffle la fin de la récréation. Que Madame Edith Kawala, qu'elle essaye d'abord de faire le bon ménage dans son parti, et qu'elle essaye d'abord de maîtriser même son contexte politique, et qu'elle sache maintenant quel type de message elle peut renvoyer, parce qu'en réalité, si on a un leader politique et on sort un slogan, un appel, une fois, 2 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, ça n'a pas d'effet suivi, franchement, il faudrait aussi rester calme et dire, je vais faire une introspection et je reviendrai maintenant plus tard. Est-ce qu'on parle de survivre, d'essayer de survivre sur le plan politique, de récupération politique, ou tout simplement de combat pour les libertés, telles que le droit de manifester, de s'exprimer, ou le justificatif emprunté aujourd'hui et brandi, qui est le retour à la paix dans les régions dites anglophones, pour les marches annoncées tous les mardis à travers le triangle national? Ce qu'il faut dire, je vais d'abord rappeler à mon compagnoniste du RDPC, qui a présenté le président Biya comme un homme de rassemblement. Il faut le dire ici, c'est tout le contraire de ce que le président Biya. La crise anglophone dont tout le monde se revendique être mener des actions pour apporter la paix. Le responsable de cette crise, il faut le dire, c'est le président Biya. Le président Biya est entièrement responsable de toute la crise qu'on a dans le nord-ouest, le sud-ouest. Il a même enveniné cette crise en créant en réalité des blocs extrémistes. Maintenant, ce qu'il
faut dire au sujet je vais commencer par un postulat. Un postulat simple, que aucun parti d'opposition seul ne peut venir au bout de la dictature du régime Biya aujourd'hui. C'est une sorte de coalition. Oui, c'est-à-dire aucun parti, c'est le postulat que je mets d'abord en pied. Mais là, vous voyez les actions que pose... déjà, je vais vous dire, je souscris entièrement au Black Friday comme méthode de lutte pour essayer de sensibiliser le peuple. Ça, c'est des préparations. Mais ce qu'il faut dire, là où tous sont en train de pécher, c'est que il faut s'organiser. Et le manque d'organisation, on se lève un matin et on décrète des marches et on croit que ça va marcher comme ça. Et c'est de la même manière, vous voyez, au sorti des élections présidentielles 2018, lorsque le SDF a annoncé clairement les marches pour le retour de la paix dans le Nord-Ouest, il y a un parti politique qui s'est précipité justement parce qu'ils sont dans les batailles inutiles de ne sais pas. Il y a le RDRC qui s'est précipité à lancer parce qu'ils sont en train de discuter on ne sait pas quoi. C'est-à-dire qu'on connaît la suite de cette histoire-là. Ils ont lancé et tous sont allés en prison par la suite. Nous avons encore aujourd'hui ce même spectacle-là. C'est-à-dire pendant que l'heure est à travailler véritablement pour regrouper les forces de l'opposition afin de donner une réponse forte au pouvoir. Nous avons toujours des partis qui viennent avec des petits mots pour déstabiliser en réalité la lutte. Je vous le dis, et dire que voilà, ça dit que j'aime bien son métaphore, mais en réalité, il n'est pas, l'heure aujourd'hui n'est plus à appeler à ces manifestations de manière esselée. Il faut s'organiser suffisamment. Et ça, le SDF est en train de travailler dans ce sens. Le président Massoula est en train, il se porte de mieux en mieux. Il a programmé son retour pour le Cameroun. Le SDF est en train de s'organiser pour regrouper en réalité toutes les forces politiques, les forces de la société civile, comme on l'a fait par le passé, pour qu'en réalité, en face, nous apportons une réponse forte. S'il s'agit même, parce qu'il faut le dire, c'est parce qu'aujourd'hui, le régime est complètement autiste. Il n'écoute personne. Il faut le dire clairement, s'il s'agit même du renversement de cette dictature, il faut organiser toute la société civile, toutes les forces de l'opposition pour le faire. Et voilà la posture, voilà le travail que le RDF est en train de faire maintenant. Ces actions qu'on fait, c'est pour perdre le temps de l'opposition et ça garde la lutte. Ça, il faut le dire clairement. Voilà, on va lire rapidement quelques messages arrivés avant de prendre les deux derniers sujets, thèmes à débat de cette émission. Il est important que le peuple comprenne l'importance de ces marches et doit s'y mettre. Le message n'a pas été signé. Bonjour, le plateau. Maître Alice Com est leader de l'association des homosexuels du Cameroun. Rien à dire dans la politique. Bonjour, s'il vous plaît, les savoirs de la RTC voudraient entrer en contact avec Enimi Lobet. Méco de lui passer le message, c'est pas un débat d'information communiqué autre ici là. Mais le message est passé. Enimi Lobet ne fait plus la politique, mais il fait les règlements politiques et ces comédiens, vous avez mal fait le choix. Monsieur Kamto est un génie sur le plan du droit, mais sur le plan politique, son incursion sur la scène politique, notamment en 2018, est un véritable poison pour lui. Il doit laisser les choses telles qu'elles sont. Pourquoi ce ne sont que des personnes venant du même région qui causent ce désordre? Sont-elles plus camerounais que les autres? Bonal Essian à 100 Mélima, je ne vous laisserai pas dire ça parce qu'il ne s'agit pas d'une seule région. On n'appelle pas à ce numéro, ce sont juste des messages et on va lire parce qu'il y en a tellement avant de prendre les prochains sujets. Bonjour le plateau, très belle émission, bon retour de monsieur Enimi Lobet, dis-lui bonjour de ma part, le message n'a pas été signé, d'autres messages arrivés au bas de votre écran. Monsieur Lobet, quand vous dites qu'on doit obéir aussi même aux mauvaises lois, une loi doit être équitable, est-ce qu'une mauvaise l'est dans ce cas de figure, n'est-elle pas au profit de ceux qui gouvernent au détriment des citoyens? La question que vous a posée M. Enimi Lobet, vous allez répondre tout à l'heure. M. Kamto a raté sa carrière politique depuis 2018. L'espace politique camerounais a été sauvagé par lui et ses militants. Thierry Souka nous envoie le message. Kamto, le message est revenu plusieurs fois. Il y en a tellement qui viennent en même temps. Voilà, les droits de l'homme ne règnent pas avec l'anarchie. Les as des droits de l'homme au Cameroun sont à la solde
du MRC. Sont à la salle du MRC, ce sont des marionnettes. Merci à M. Abel Elimbi Lobert. Ivan Bilok Adouala a signé le message. Monsieur Elimbi, votre argumentaire est objectif en ce qui concerne les marches du 22 septembre 2020. Bonne analyse des autres panélistes sur le plateau. Martin Bada depuis Yaoundé nous envoie le message. Ce monsieur ne veut pas le progrès du Cameroun, il fait la politique de son ventre, donc ne le soutenez plus. C'est ce que M. Limbi Lobet dit. Le message n'a pas été signé. Il y a tellement de messages. On a les quelques-uns avant de prendre la suite de cette émission. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à vous au plateau. Il y a des messages qui arrivent entre temps, c'est compliqué de les lire. Bonjour à vous au panel. Bonjour au panel. Je suis ravi de vous écouter comme je le fais tous les dimanches, sauf que nous les Camerounais avons déjà mal à écouter M. Limbi Lobet, celui-là qui monopolise la parole, qui dit des fausses choses. Non, je ne vais pas continuer à dire cela. Et tous les panélistes se plateau le temps de parole, chacun a le droit de parler et le temps de parole est respecté. On va poursuivre les messages que sont pour nous de prendre le quatrième invité. On vous intègre donc dans le débat et nous commençons par le bilan du Grand Dialogue National. Colens Batek, vous avez assisté au Grand Dialogue National, vous le PCN, un an après. Est-ce qu'on peut dire que toutes les résolutions prises lors de ce Grand Dialogue, il y a exactement un an, sont respectées à la lettre? Oui, déjà, je vais citer ici le président Kabali qui dit la paix n'a pas de prix et la guerre n'a pas d'issue. Quand je le cite comme ça, vous allez comprendre pourquoi nous sommes partis dans ce grand dialogue. Nous y sommes allés parce que nous attendions que les résolutions sorties de ce grand dialogue puissent apporter la stabilité dans notre pays, surtout dans la région du nord-ouest, sud-ouest. Mais, sauf que parmi les résolutions de ce grand dialogue, le statut spécial qui est toujours attendu jusqu'ici, il parle également de la décentralisation accélérée que nous attendons. Peut-être c'est le temps du président ou encore la lenteur gouvernementale. Donc, du coup, il y a un petit regret. Puisque ce grand dialogue a rassemblé toutes les sensibilités. Je veux dire presque toutes les sensibilités. Et le PCN a fait des propositions. Alors, jusqu'à la forme de l'État, qui a été l'un des points remarqués de ce grand dialogue, où nous avons posé sur la table. Mais le grand dialogue national, on avait bien dit que la forme de l'État devait rester inchangée, donc ce n'était pas l'une des résolutions. Oui, mais je veux parler de décentralisation. C'est un problème qu'on a posé, puisque la décentralisation que nous attendons en elle-même, bon, avec l'arrivée des élections régionales dont nous allons participer, nous espérons que ça va pousser plus vite cette décentralisation-là, qui d'ailleurs, puisque nous ne sommes pas aux affaires, en attendant que nous y sommes, et également avec ces régionales, vous voyez, nous remarquons que l'État en place est en train de mettre en place le fédéralisme communautaire sans même le vouloir, puisque le socle identitaire est presque dans tous les départements et tous les Camerounais s'identifient dans une communauté. Donc du coup, nous pensons que d'abord, revenons sur les résolutions du grand dialogue, nous pensons que ces résolutions n'ont pas encore été, on n'a pas encore rassemblé. Non, il faudrait qu'on rassemble toutes les sensibilités comme on les a convoquées pendant ce grand dialogue, qu'on puisse aussi les rassembler pour mettre en marche ou encore pour que ces résolutions aient effet. Puisque si les sensibilités ne participent pas à l'action de la mise en place de ces résolutions, on aura toujours l'impression que le même gouvernement dont on taxe aujourd'hui de tout et de rien
continuent à faire des manœuvres, pour que rien ne marche. Mais si aujourd'hui, nous avons toutes ces sensibilités ensemble, avec les propositions qui ont été données depuis le 30 septembre jusqu'en 2019, nous espérons qu'il y aura évolution et que le chantier national de la paix donnera le bâtiment qu'il faut. Alors, Monsieur Jean-Claude Diouf, concernant les régions anglophones, on a parlé d'un statut spécial, on a parlé de projets de décentralisation. Est-ce qu'on a l'impression que pour ces régions anglophones-là, les résolutions du Grand Dialogue ont abouti, ont été concrètes? Je pense même que les assises du Grand Dialogue national qui ont été convoquées par le président de la République, son Excellence Paul Biya, et qui ont eu lieu du 30 au 4 octobre 2019, en réalité, ont été pour la plupart orientés, les débats ont été pour la plupart orientés dans le cadre de la résolution de la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, du dite crise anglophone. Mais regardons très bien la mise en œuvre, l'ensemble des recommandations pratiquement depuis cette date jusqu'à aujourd'hui. Nous voyons que immédiatement au sorti, il y a eu la libération de ceux qu'on considérait comme prisonniers politiques. Plus de 300. Et la liste était longue même par la suite. Immédiatement après, nous avons connu une loi sur le bilinguisme. Ensuite, il y a eu au niveau donc de la Cour suprême, une session du Common Law, au niveau de l'INAM, une session du Common Law également. Il y a eu un recrutement des auditeurs de justice, il y a eu un recrutement dans l'ensemble des ministères, des traducteurs, parce qu'il était question que l'ensemble des documentations officielles sortent en français et en anglais, ou en anglais et en français, parce qu'on a toujours l'habitude de commencer parfois en français et en anglais, non, mais c'est en anglais et en français pour montrer que les deux langues se valent et sont équivalentes. Et autre chose, il y a eu la loi portant le Code général des collectivités territoriales décentralisées, promulguée par le président de la République le 24 décembre 2019, qui est en vigueur aujourd'hui. Et nous avons vu, après donc le double scrutin du 9 février 2020, la disparition des postes de délégués du gouvernement, l'élection des maires des villes. Aujourd'hui, est en train de traverser la pandémie du coronavirus, nous nous retrouvons que le président de la République a convoqué les collèges électoraux dans le cadre donc des élections régionales. Et ces élections régionales vont donc aboutir au statut spécial du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Donc nous pouvons dire ici que le président de la République, j'ai omis de vous rappeler également que deux autres éléments forts et essentiels ont été mis, toujours dans le cadre de la résolution de la crise du Nord-Ouest-Sud-Ouest, la mise sur pied de la commission du DDR, la commission du DDR, qui est la commission de désarmement, démobilisation et réinsertion, qui est donc présidée par M. Fayongo Francis. Et également la commission de la reconstruction, parce que les zones pacifiées ont commencé à être reconstruites, les besoins sont là. Et non, cette commission de reconstruction qui est donc présidée par le ministre Paul Tasson. Donc vous voyez que le président de la République a pratiquement continué à mettre en œuvre l'ensemble des recommandations issues du Grand Dialogue national. Donc nous pouvons dire ici que les prochains conseils régionaux qui vont être installés très bientôt, vont donc parachever la mise en place des institutions de la décentralisation. Et nous avons vu qu'aujourd'hui, ont des pouvoirs de pouvoir améliorer véritablement le vécu des Camerounais, d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. Aujourd'hui, une décision administrative, il faut aller ce pouvoir au niveau de la chambre administrative. Donc ça, ce sont des avancées dans le cadre donc, de la décentralisation et qui commencent à se produire. Alors, Monsieur Yumi Lebe, vous avez assisté à ce grand dialogue national. Vous avez des avancées, notamment dans le processus de décentralisation au Cameroun, avec des élections régionales qui sont annoncées pour le 6 décembre 2020.
Les décisions du grand dialogue sont en train d'être mises en œuvre. N'en déplaise à ceux qui pensent que quand on est dans l'opposition, on doit avoir une cécité stérile, à ne pas voir, même si des choses existent. Et il faut dire à certains de nos compatriotes, et c'est pour ça que je parle de la mauvaise opposition. Il y a eu une grande dérive, malheureusement, qui est que les gens pensent que l'opposition se détermine par rapport à ce que le régime fait ou ne fait pas. Je suis opposant parce que je dis que oui, il a dit qu'il allait construire les stades, il n'a pas construit les stades. Ce n'est pas ça l'opposition. L'opposition n'existe pas par rapport à l'incompétence ou au manquement du régime qui est en place. L'opposition, c'est une vision de la société qui est différente. Et c'est pour ça que les opposants d'aujourd'hui peinent à avoir une identité. Parce que l'opposition renvoie à des idéologies différentes. Or, quand nous sommes en train d'aller vers quelque chose d'extraordinaire, ça dit quasiment la fin des idéologies. L'opposition est devenue une affaire de... Il a dit qu'il ne va mettre l'eau, il n'a pas mis l'eau. Donc on doit l'enlever. Il n'a pas mis l'eau. Il a dit qu'il allait construire les stades, il n'a pas construit, on enlève. Mais quand c'est comme ça, il faut que vous qui voulez être à la place de celui qui n'a pas construit les stades, que vous apportiez la preuve que si on vous met, vous allez construire les stades. Or, au stade où vous vous trouvez, de celui qui n'est pas au pouvoir, vous ne pouvez apporter aucune preuve à qui que ce soit que si on vous met là, vous allez construire les stades. Donc c'est une fausse piste dans la lutte pour l'alternance et le changement. C'est une fausse piste de se déterminer par la critique péremptoire et systématique que j'appelle en d'autres temps la péroraison creuse. Nous n'avons aucune capacité à faire croire aux gens que si on nous met au pouvoir, nous allons construire 40 000 logements par jour. Comprenez? Nous devons nous exprimer autrement et déterminer notre action pour qu'elle développe chez ceux qui nous écoutent une confiance en notre capacité à gouverner ce pays autrement. Malheureusement, ce n'est pas ce que les gens font. J'ai gardé deux mots choisis importants. Avant de répondre avant de les lire, je veux répondre à votre auditeur, à votre téléspectateur qui parlait de, je crois que les lois sont peut-être mauvaises. Et donc le droit de combattre ça pèse. Vous êtes en train de prouver qu'elle est mauvaise. Vous êtes seulement en train de dire, est-ce que ces lois-ci sont bonnes, est-ce qu'elles ne sont pas bonnes. Monsieur Canton qui se plaint aujourd'hui du code électoral, mais il est l'un des rédacteurs de ce code électoral. Il est l'un de ceux qui ont été de tous les débats, de toutes les commissions pour mettre en place l'élection Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Donc la notion de bonne loi, mauvaise loi est une notion extrêmement discutable et subjective. La bonne loi, c'est ce qui produit dans la société les effets d'ordre et d'organisation. C'est ça la bonne loi. La mauvaise loi, c'est celle qui, lorsqu'on l'applique, crée du désordre dans la société. C'est ça la mauvaise loi. C'est-à-dire qu'on applique la loi et ça a pour conséquence des désordres. C'est ça qu'on appelle une mauvaise loi. Une mauvaise loi n'est pas la loi qui ne vous plaît pas. C'est pour ça que démocratiquement, on décide d'avoir des instances qui votent les lois. Pour que le pouvoir de la majorité s'exerce. Si tout le monde est d'accord que le code pénal, il a été adopté au Parlement, non? Ce code, M. Canton a été chargé de le relire et de le réécrire, d'enlever ce qui lui paraissait mauvais dedans, de mettre toute sa science en œuvre pour nous donner le supposé bon code pénal. Il a fait quoi contre l'opposition? Ensuite, on a transmis ça au Parlement. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? On ne fait plus rien respecter. Un processus est là.
On a écrit une loi, on a soumis au Parlement, les parlementaires ont lu. Les gens sont dit, ils misent en dormant et tout ça, on n'entend pas. Quel genre de quoi vous voulez? Quand on va vous mettre, vous n'avez pas dormi. Vous pouvez nous prouver ça. Je voudrais donc garder deux dispositions ici à nos téléspectateurs aujourd'hui. C'est l'article 105 que M. Kamto a mis dans le code pénal. Il n'était pas le seul. Oui, avec tous ceux qui ont travaillé avec lui. C'était lui le chef. Allez-y, monsieur Limilo, on avance. Est puni d'un emprisonnement de 1 an à 10 ans et d'une amende de 100 000 à 10 millions de francs pour l'une de ces deux peines seulement. Celui qui, en temps de paix, il y a 9 alinéas. Je prends le 8. Celui qui, en temps de paix, par des actes non approuvés par le gouvernement. C'est ce que Kamto a dit. C'est-à-dire que le gouvernement doit approuver vos actes. Donc, est puni celui qui, par des actes non approuvés par le gouvernement, expose la République à des représailles. C'est ça que Kamto a écrit ici. C'est-à-dire que si vous prenez votre bâton de pèlerin, vous marchez, vous allez à l'ONU, vous montez, vous descendez, parce que vous avez des relations, vous entrez à gauche, vous sortez à droite, etc. Pour que le Cameroun soit victime de représailles, on vous arrête, on vous punit, on vous traduit au tribunal, et le tribunal vous condamne peut vous condamner jusqu'à 10 ans de prison. C'est un rappel à tous ceux qui profitent de la tolérance pour demander ouvertement que le Cameroun soit puni à l'échelle internationale par telle ou telle mise en BTB, mise en ceci, mise en comment on appelle ça, ou quarantaine, ou ci ou ça. Ce n'est pas une posture normale. Et ça n'a rien de révolutionnaire, ça n'a rien à voir avec notre lutte pour l'alternance au Cameroun. Ceux qui font ces choses-là, ils ont d'autres agendas. Deuxième disposition très importante, c'est l'article, permettez-moi de terminer sur cette affaire, l'article 106. M. Kamto a écrit en son temps et les parlementaires ont voté que est puni d'un emprisonnement d'1 an à 5 ans ou d'une amende de 50 000 à 5 millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui en temps de paix entretient avec les agents d'une puissance étrangère des intelligences susceptibles de nuire à la situation militaire ou diplomatique de la République. Quand vous nuisez à la diplomatie de la République, selon Kamto, on doit vous arrêter et vous mettre en prison. Première conclusion avant de revenir à l'essentiel, la pluie tombe sur tous les toits. Quand j'ai fini de dire ça, je voudrais dire que il faut que nos compatriotes sachent que, j'insiste parce que j'apprends, on parlait tout à l'heure de qui a dit que les gens doivent se mettre à noir. Le mouvement Stand Up Cameroun. Ils sont légalisés. Ou bien c'est un forum WhatsApp. C'est une association de droits. Elle est légalisée. Monsieur. Vous êtes sûr? Elle est légalisée, monsieur Limilo. Parce qu'il faut que les choses... On est à un stade où, quand quelqu'un dit que le BIC, soyez sûr qu'il sait de quoi il parle. Ok. La Constitution a donc dit, la Constitution, moi je ne suis pas de ceux qui appartiennent à la catégorie des opposants qui pensent que le pays n'a même plus de règles. Monsieur Limilo, vous avez encore 30 secondes. Oui. La Constitution a dit que le peuple camerounais affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est le peuple qui affirme son attachement. Le peuple n'a pas dit qu'il est prisonnier de ces actions-là. Il a dit qu'il affirme son attachement. Et quand il a fini de dire ça, le peuple dit que la liberté de culte et le libre exercice des pratiques sont garantis. Point. Il n'a pas mis de conditions. Le peuple a dit ça. Il n'a pas mis de conditions. Puis le peuple dit immédiatement après que
la liberté de communication, la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté d'association, la liberté syndicale et le droit de grève sont garantis dans les conditions fixées par la loi. Il n'y a plus de point dans son garantie. Après son garantie, il n'y a pas de point. On continue la phrase. Les mauvais opposants enlèvent l'assujettissement de l'accomplissement de la jouissance de ces libertés à la loi. Et commence chacun à faire ce qu'il veut. Mais c'est pour ça que... 10 secondes. Je vais citer quelqu'un. Allez-y, 10 secondes. Que ceux qui font ces choses n'aiment pas. Et comme ils ne l'aiment pas, ils n'écoutent même pas. Mais moi, je ne l'aime pas aussi. Mais j'écoute ce qu'il dit. Le président bien dit, comme il ne l'aime pas, il n'écoute pas ce qu'il dit. Il dit, j'ai beaucoup de problèmes avec mes yeux en ce moment, mais je vais me retrouver. Le président bien dit que on ne peut pas laisser le pays aller. Nul n'est censé ignorer la loi. Oh. Le temps que vous retrouvez M. Némi Lebel, je vais donner la parole à Gomsi Gabriel. Alors, on revient sur le grand dialogue national, le bilan. Un an après le grand dialogue national, on a quand même vu des personnes qui ont baissé les armes. On a vu ces jeunes qui ont été réinsérés dans la société. Mais on continue quand même à enregistrer des affrontements entre l'armée camerounaise et les séparatistes. On a vu la décapitation des civils et même des éléments de forces de maintien de l'ordre. Est-ce qu'on peut finalement dire qu'on trouve quand même des solutions après un an que s'est tenu ce grand dialogue national? Ce qu'il faut d'abord préciser, c'est que, afin que nous ignorions, il est important que l'on sache que la tenue du grand dialogue a été fortement incitée par la crise dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Ce grand dialogue a abouti à beaucoup de recommandations. Bon, vous-même, vous voyez qu'aujourd'hui, un an après ces recommandations, on a posé la problématique de l'école tout à l'heure dans la région du nord-ouest, les groupes armés qui continuent à sévir. Ça montre tout simplement que peut-être les recommandations ne sont pas suivies ou alors les recommandations ne sont pas tout simplement appliquées. Parlant des recommandations, qu'est-ce que le grand dialogue a recommandé en réalité? Sur le terrain, nous voyons clairement, comme conséquence du grand dialogue, tout le monde a vu la mise sur pied, la suppression des délégués du gouvernement pour mettre en place les mairies de ville, oui, qui seront désormais élus par les différents maires de communes et les grands conseillers. Par les conseillers municipaux, la totalité des conseillers municipaux. En même temps, nous avons dans ce grand dialogue des dispositions qui demandent le transfert des compétences de l'État vers les communes. Ce transfert de compétences devait en réalité, avant le grand dialogue, était à 3,4%. Or, le grand dialogue a signifié 15% des ressources de l'État à transférer dans les communes. Au jour d'aujourd'hui, un an après, les 15% ne sont toujours pas transférés. Il est prévu, d'après ce nouveau code de collectivité territoriale décentralisée, il est prévu clairement que dans les centres de santé intégrés, les centres médicaux d'arrondissement, que le personnel soit recruté, le personnel infirmier soit recruté par les communes. Un an après, l'application ne peut pas être faite. Il est prévu que dans des établissements préscolaires, c'est-à-dire maternels, primaires, justement, que c'est toujours les communes qui recrutent le personnel enseignant. Jusqu'ici, on n'a pas de piste, on ne voit pas quand ça va se faire. Évidemment, on me dit que ça va se mettre en place progressivement. Mais on connaît le progressivement du gouvernement, tout comme la constitution de 1996 qui se met en place progressivement jusqu'à aujourd'hui. Ça pose des problèmes
énorme et j'ai posé déjà dans ça, il s'agissait de quoi? L'une des commissions, la meilleure assemblée régionale dispose de 2 chambres, à savoir la chambre des délégués départementaux, soit délégués par région, et la chambre des chefs traditionnels, House of Chiefs, 20 par région. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire lorsque vous venez mettre le conseil régional, ça c'était sur le code général de la décentralisation, sur le statut spécial. Oui. Lorsque vous venez mettre, vous convoquez les régions, alors que voici la disposition qui est prévue pour les régions du Nord ou du Sud-Ouest, ça veut dire que vous mettez cette disposition entre parenthèses. Non. Non, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas, ça devient en réalité, on ne peut pas appliquer ça et en même temps avoir le conseil régional. Dans la même région, c'est pas possible. C'est ta lecture. Non, on comprend que c'est ta lecture. Oui. Tu vas voir une autre lecture qui est celle que la loi. Ce que tu dis là, on va répondre. Parce que les élections régionales qui concernent de façon globale les 10 régions du pays dans son ensemble. Ce qui est contraire à la loi qui prévoit des organes. C'est que tu lis la loi. Non, c'est la loi qui. C'est-à-dire que c'est la loi. Le code général sur la décentralisation a prévu un mécanisme particulier pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Maintenant, lorsque vous venez avec la convocation, la mise en pied du conseil régional, ce n'est pas prévu dans les deux. Il y a une spécificité qui dit que le code a prévu. Oui, le code a prévu. Et le code a même dit. Non, attends, ce que le code a dit. Le code a défini les organes. Vous allez corriger. Non, le code a défini les organes de la région du Nord-Ouest, les organes de la région du Sud-Ouest. Ce que vous dites là. Ces organes, ce sont des organes. Vous aurez beaucoup de temps de parler. Allez-y, c'est à vous. Oui, j'étais en train de montrer en réalité spécifiquement l'embargo dans lequel le pouvoir, parce qu'il faut le dire clairement, il y a toujours à Yaoundé des gens qui veulent confisquer, le rejet est tellement jacobin qu'en réalité là, ils ne sont pas prêts à sortir de la décentralisation. Donc pour vous, c'est ça, c'est oui. La décentralisation est très faiblement. Je vous ai donné quelques acquis, mais jusqu'ici, ça dit qu'elle est très faiblement mise. Les actes ne sont pas accomplis. Je vous dis aujourd'hui, ils ont parlé dans le code général de décentralisation pour le système anglophone. C'est-à-dire qu'ils ont parlé du système éducatif et du système judiciaire qui va être particulier, dont les lois devaient sortir. Aujourd'hui, il n'y a pas de loi. Ils ont parlé de certaines choses, on a dit tout à l'heure là. Maintenant, il y a encore autre chose. Il y a quelque chose tout dernièrement, encore on a assisté à une bataille. On a assisté à une bataille entre le conseil municipal de la mairie de Djoro Penja et le ministre de la décentralisation. En réalité, cette bataille n'est que la preuve que le régime n'est pas prêt à laisser ses prérogatives pour laisser les communes en réalité jouir de leurs ressources. C'est ça la réalité. Il y a un déficit créard. C'est-à-dire à la lutte où nous allons, c'est le même pas qu'on a pris pour appliquer la Constitution de 96. C'est-à-dire qu'il y a un manque de volonté créard et il faut le reconnaître. Alors, Jean-Claude Denis. Oui, il est question ici de pouvoir assez rapidement, parce que aux millions de téléspectateurs nous écoutent, il faudrait les édifier. Voilà, donc c'est par exemple, avant de répondre de manière spécifique par rapport aux conseils régionaux, je prends une petite forme par rapport à l'Assemblée nationale. Si on vous dit par exemple qu'à l'Assemblée nationale, on a une commission des finances, on a une commission et de l'éducation, une commission des affaires économiques et tout. Pour être membre de cette commission, il faut d'abord avoir la qualité de député de la nation. Donc, pour qu'on dise que la commission des finances de l'Assemblée nationale est en train de fonctionner ou pas, il faut d'abord avoir les députés. C'est de ça dont c'est question. On n'a pas dit qu'il y aura un conseil régional au nord-ouest et au sud-ouest, et ensuite il y aura des chambres qui seront à part, hormis le conseil régional. Donc il faut que les uns et les autres le sachent. Ceux qui vont être... Ça c'est sur vos commentaires, ça? Non, c'est pas les commentaires. Non, c'est aussi vos commentaires. Je suis en train de vous dire que c'est aussi son interpellation. C'est M. Limbi qui vous l'a dit. Ça c'est aussi son interpellation. On est d'accord dessus. C'est aussi votre interpellation. Ce n'est pas une interprétation. Les conseils régionaux vont être mis en place à partir du 6 décembre après l'élection, d'accord? Maintenant, le statut spécial
du nord-ouest et du sud-ouest découle de l'organisation du conseil régional du sud-ouest, du conseil régional du nord-ouest. À l'intérieur donc de ce conseil régional du sud-ouest et du nord-ouest, c'est ça qui donne donc le statut spécial. Et ce statut spécial, ce sont dans ces différentes chambres, y compris même le conciliateur qui est prévu. Mais ils ont tous la qualité de conseillers régionaux. Alors, et nous avons donc deux types de conseillers régionaux. Nous avons des conseillers régionaux qui sont des délégués départementaux et nous avons des conseillers régionaux qui sont issus du commandement traditionnel. Tant que vous n'avez pas encore les conseillers régionaux, vous ne mettez pas en place les organes du conseil régional. C'est de ça dont il est question. Et maintenant, non, vous êtes en train de dire qu'on n'a pas mis en place. On vous dit qu'il fallait la convocation des collèges électoraux pour l'élection du 6 décembre. Parce qu'à partir de ce moment-là, le président de la République donc, est en train de pouvoir permettre la mise en place de la dernière institution de la décentralisation qui est dans les conseils régionaux. Et ce sont ces conseils régionaux qui, maintenant, dans le cas du Nord et du Sud-Ouest, qui ont donc ces organes-là. Les autres 8 régions ont une organisation classique, normale. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un exécutif à 7 places, donc c'est-à-dire un président du conseil régional, un premier vice-président, un vice-président, des commissaires. Deux questeurs. Non, avant d'abord les questeurs, c'est... 2 questeurs et 2 secrétaires. Il y a d'abord les commissaires. Allez-y. Voilà. Maintenant, donc, voilà dans cette organisation. Et au niveau du nord-ouest et du sud-ouest, ils ont dans la spécificité d'avoir donc ces regroupements-là. C'est ça qu'on appelle le statut spécial. Donc, c'était pour pouvoir éclaircir. Pour revenir juste aussi à ce qu'il a dit par rapport au code minier pour M. Paul-Éric Kingé, ou bien Kingé, je ne sais pas, Paul-Éric Kingé, voilà, M. Paul-Éric Kingé, il a été dit, et c'est démontré dans le cadre du Code général des collectivités territoriales décentralisées, que en ce qui concerne donc l'exploitation des droits miniers, qui sont non concessibles par l'État, ça fera l'objet d'un décret d'application. Mais en attendant que le décret, et vous étiez aussi en train de faire un bilan, vous étiez aussi non, il n'y a pas de tricherie. Il était même en train de faire un bilan tout à l'heure en disant qu'un an plus tard, non, la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées a été promulguée le 24 décembre 2019. Nous sommes aujourd'hui le 4 octobre 2020. Donc on n'est même pas encore à une année. Donc, et autre chose, lorsqu'il parlait de 15% des dotations budgétaires qui doivent être transférées aux collectivités territoriales décentralisées, ça c'était bel et bien une recommandation du Grand Dialogue. Mais le ministre des Finances a dit au niveau de l'Assemblée nationale que la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées a été promulguée lorsque la loi des finances 2019-2020 qui est en cours ici avait déjà été votée. Donc ce qui voulait dire qu'il faut maintenant attendre la loi des finances 2020-2021 pour intégrer ces éléments. Et nous sommes en train de parler ici des conseils régionaux qui vont aussi avoir leur quote-part. Parce que lorsqu'on vous dit que transfert des dotations sur l'ensemble... On peut rectifier lors d'une section parlementaire. Vous avez les conseils régionaux? Parce que lorsqu'on parlait de la loi rectificative des finances ici, au niveau du mois de juin, on n'avait pas encore les conseils régionaux. Vous n'avez pas les dotations budgétaires des conseils régionaux et attribuées aux mairies des villes? Juste pour vous dire qu'il faut édifier les téléspectateurs. Tout à l'heure, il vient de dire que, comme argument pour la situation de Djibouti, que le ministre a parlé de l'attente du décret d'application. Le ministre, la loi parle de l'attente du décret d'application. Oui. Et en attendant, il y a encore je vais lever l'équivoque pour montrer la tricherie de Yaoundé. Oui, la loi parle qu'on attend le décret d'application. C'est la raison pour laquelle les communes ne peuvent pas encore... Mais on n'a pas eu besoin de décret d'application pour mettre en place les mairies des villes. Dans le même code, on n'a pas attendu le décret d'application pour mettre en place les mairies des villes. Mais monsieur Gomsi... Justement, puisqu'il faut... Vous parlez de décret d'application. Vous avez également un décret d'application pour mettre qui mettait en place les mairies. Il n'y a pas de décret d'application. Il n'y a aucun décret d'application qui a été sorti pour mettre en place les mairies des villes. Mais les mairies des villes ont tenu compte de la loi sur le code des éléments. Monsieur Gomsi... Maintenant, lorsqu'il faut appliquer d'autres éléments, vous demandez la loi, vous demandez un décret d'application particulier. Monsieur Gomsi, vous m'inquiétez. Non, c'est vous qui inquiétez, c'est vous qui devez tromper le peuple. C'est ça la réalité. Il n'y a pas de décret d'application.
On peut continuer à édifier les millions. Non, vous n'édifiez personne, vous trompez les Camerounais. Voici ce que la loi dit, d'accord? Tous les articles du Code général des collectivités territoriales décentralisées ne font pas objet ou bien ne mentionnent pas des dispositions des décrets d'application. Quelle est cette loi qui dit? C'était la loi. Je dis que c'était cette loi. Vous parlez de la loi du Code général des collectivités territoriales. Lisez-moi la loi, vous n'avez pas vous dire la loi dit, vous demandez. Je vous dis qu'il y a des articles qui sont applicables immédiatement et qui n'ont pas besoin d'un décret d'application. Non, c'est mentionné nulle part dans le Code général de l'administration. Ce que vous dites de mentionner nulle part dans le Code général de détermination qu'il y a des articles qui sont appliqués directement. C'est mentionné nulle part. C'est mentionné nulle part. Vous avez lu la partie dont nous parlons là qui est vous avez lu la partie portant sur les transferts de compétences en matière des codes miniers. Vous l'avez lu? Mais on vous dit donc que ça fera l'objet d'un décret d'application. Mais par rapport à l'élection des maires des villes, c'était bel et bien mentionné que les délégués du gouvernement sont remplacés par les maires de ville et qui sont élus par l'ensemble du collège électoral constitué des conseils municipaux de la ville. On n'a pas besoin d'une telle application à ce niveau. De telles applications veut dire apporter une spécificité. On a besoin d'une telle application pour toutes les lois. Non, au contraire. On a besoin d'un décret d'application pour toutes les lois. Dans une procédure administrative, on a besoin d'une telle application pour toutes les lois. Non. Comment vous dites non? Ça veut dire que vous ne comprenez pas ça. Non, c'est vous qui ne comprenez pas. Toutes les lois ont besoin d'un décret d'application. Non. C'est lorsque le législateur a mentionné cela. Monsieur Jean-Claude, on a compris. On va rapidement avancer parce qu'on ne va pas caler ce point. Il faudrait qu'on avance, on s'achemine vers la fin. On va prendre le quatrième et dernier sujet. Je vais commencer par vous, Elimbi Lobet. Rapidement, en 3 minutes, parce qu'on s'achemine vers la fin sur la rentrée scolaire. Une rentrée marquée par le contexte coronavirus, la pandémie à coronavirus, mais surtout dans les zones anglophones où on a vu un communiqué des séparatistes, des leaders séparatistes qui annonçaient effectivement la reprise de l'école dans ces parties-là, mais posaient certaines conditions. Ils n'ont pas de conditions à poser. Ils ne représentent pas les peuples là-bas. Ils sont élus. Ils parlent au nom de qui? Tout à l'heure, j'étais en train de... Allez-y, monsieur. De dire le danger. Comme s'il était sénégalais. Et il lit cette déclaration du président Biya. Il allait la trouver erronée. La liberté a ses limites et ses contraintes. On ne peut pas faire n'importe quoi ou mener un pays à l'anarchie au nom de la liberté. Si vous étiez marocain ou français, vous lisez qu'un homme d'État, un chef d'État a écrit ceci. Vous allez dire que c'est faux, c'est mauvais. Mais comme c'est faux, on dit que jamais. Bon. Maintenant, sur la rentrée scolaire. Non, la rentrée scolaire n'a pas de problème. Ça ne devait même pas faire l'objet d'un débat. C'est pas la première fois que c'est pas la première fois que les socialistes disent qu'il n'y a pas de je veux dire autre chose. Il y a aussi un contexte marqué par le coronavirus. On en parle, monsieur Elimbi Lobet. La rentrée est un événement, monsieur. Laissez le gouvernement. Monsieur Elimbi Lobet, on a une thématique qui est calée. Oui, je voudrais vous donner 2-3 choses. Allez-y. Premièrement, c'est un faux débat aussi que les mauvais opposants veulent faire. Premièrement, nous n'avons pas voulu le grand dialogue. Le SDF et consorts n'en voulaient pas. Quand ils ont dit qu'ils en veulent, c'était pour que le Premier ministre ne présidait pas ça. Il a fini par présider, maintenant ils disent qu'on n'a pas mis en place des décisions.
C'est ça aussi la caractéristique de la mauvaise opposition. Nous sommes contre des choses. Et une fois que ces choses se font, c'est nous qui voulons dire comment on doit les faire. Je n'ai pas à dire comment on doit faire ce contre quoi j'étais. On dit qu'on n'a pas mis le statut spécial en marche. Il pensait qu'il faut d'abord une loi qui organise le statut spécial. Il y a eu cette loi, c'est elle qu'on appelle le Code général. C'est à l'intérieur qu'on a défini les caractéristiques du statut spécial. Et regardez, l'article 274 dit comment sont constituées les régions du côté francophone. Les régions, les organes de la région sont le conseil régional, le président du conseil régional, voilà les deux organes. Chez nous, ici, les francophones. Article 330, pour les anglophones. 330.